Bonjour à toutes et à tous. Dernier cours donc de cette année 2020-2021, cette année universitaire. Donc, ça sera la dernière vidéo qui terminera le chapitre que j'avais commencé la dernière fois sur les 1000 communismes, c'est-à-dire que après la mort de Staline et parfois avant d'ailleurs, le monde communiste est devenu un peu pluraliste. Des expériences ont été tentées de toutes sortes, les unes très conservatrices, les autres réformistes. Et la dernière fois, donc, j'ai passé en revue brièvement les expériences, disons, conservatrices, nationalistes. Donc, je vais rapidement reprendre un peu cela et aujourd'hui attaquer le deuxième volet, c'est-à-dire les expériences libérales. Donc, je mets voici et normalement, tout est en place. Donc, j'agrandis légèrement la petite fenêtre. Et donc, nous nous trouvons dans la 8e année, donc l'année prochaine en octobre, vers la mi-octobre, je commencerai normalement la 9e année du cycle géopolitique de la Russie. Donc, je reviens un peu en arrière car j'ai été un peu vite. J'en suis au chapitre 7, je crois, les grandes variantes du communisme mondial à l'époque Brejnev, je l'ai annoncé il y a un instant. Je me fonde sur notamment la documentation que j'avais réunie dans un livre publié en 1996, donc chez Armand Collin, appelé Histoire comparée des États communistes. Donc, la dernière fois, j'ai passé en revue le national-communisme, qui a concerné partiellement la Russie à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout la Corée, l'Albanie, le Vietnam, un peu la Bulgarie, Cuba, et puis la Roumanie. Donc, je rappelle ici tous ces partisans du national-communisme, Staline, Kim Il-jung de Corée, Enver Hoxha d'Albanie, Ho Chi Minh du Vietnam, Zhivkov de Bulgarie, Castro, bien sûr, de Cuba, Ceausescu de Roumanie, et enfin Brejnev. Donc, la dernière fois, j'ai montré ce qu'était le national-communisme, selon moi, donc avec en premier une exaltation très forte de la nation sous 4 formes, le culte du chef, l'instrumentalisation du passé, l'idée que le pays était en danger perpétuel, et enfin les réticences à s'intégrer totalement dans le bloc communiste, c'est-à-dire la tendance à faire cavalier seul pour ces régimes. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est un communisme qui se voulait pur et dur, bien qu'il soit l'inverse la plupart du temps, avec à ce sujet 2 orientations. À l'intérieur, une socialisation intégrale. J'avais donné l'exemple, par exemple, du lopin de terre qui était normalement laissé en Russie ou ailleurs aux kolkhosiens pour cultiver ce qu'ils souhaitaient. Eh bien, dans ces pays du national-communisme, ce lopin est ou très réduit ou carrément supprimé. Et à l'extérieur, une politique très ambitieuse. Ce sont des pays comme Cuba, par exemple, qui sont minuscules, mais qui souhaitent soutenir les révolutions dans le monde. C'est ce qu'a fait, par exemple, Cuba, mais ce soutien peut prendre d'autres formes pour les autres pays, notamment la forme économique ou l'aide militaire. Donc, aujourd'hui, deuxième variante, à l'opposé, certains pays communistes, je vais dire dans quelles conditions, se sont tournés vers l'ouverture réformiste libérale.
Alors, je vais parler de Lénine, de Tito, de Nagy, le hongrois, Kadar, le hongrois également. Et enfin, je terminerai par le printemps de Prague, qui est personnalisé par Alexandre Dubček. Alors d'abord, une définition, je dirais que le terme libéral, je vais le prendre dans les deux sens du terme, c'est-à-dire au sens économique. Quand on parle d'une économie libérale, c'est une économie où l'État n'intervient pas ou peu. C'est un État où les entreprises ont toute liberté pour se développer, pour accumuler un profit. C'est un État aussi où les échanges sont très libres. Donc ça, c'est le sens économique du terme libéral, que, encore une fois, qui convient très bien pour ces expériences, même si elles ne sont jamais poussées à l'extrême. Mais nous verrons que ces régimes ont aussi une ambition politique dans le sens libéral, c'est-à-dire qu'elles se montrent beaucoup plus favorables aux libertés individuelles que ne le sont les régimes communistes classiques. La seconde remarque que je ferai à titre d'introduction, c'est que il y a antinomie, il y a contradiction, si vous voulez, entre la doctrine communiste et la doctrine libérale. Et longtemps, il y a eu péché mortel pour un dirigeant communiste à se référer en quoi que ce soit au libéralisme. Le libéralisme, c'était le capitalisme, c'était le diable, c'était tout mauvais. Donc, il a fallu des circonstances tout à fait particulières pour qu'un régime communiste avoue qu'il allait s'orienter plus ou moins vers le libéralisme. Les régimes communistes n'envisagent de remettre en cause leur système et de faire quelques emprunts au libéralisme que lorsqu'ils se trouvent dans une situation catastrophique. Et nous allons le voir, je vais prendre 4 exemples, et chaque fois, le point de départ, c'est cette situation catastrophique. Alors, je disais 4 exemples. Le premier, je vais revenir en arrière, assez loin dans l'histoire du communisme. J'ai traité cela, mais je veux y revenir pour isoler et mieux comprendre cette séquence libérale qui a été prise très tôt par Lénine, puisque la révolution est de 1917, et dès 1921, donc à peine 4 ans après la révolution bolchevique, les bolcheviks annoncent la Novaya Ekonomicheskaya Politika, c'est-à-dire une nouvelle politique économique qu'on a appelée la NEP. Et cette annonce constitue, bon, au départ, ce n'est pas spectaculaire, hein, on pourrait même dire que la NEP commence presque furtivement, parce que c'est pas, si vous voulez, les bolcheviks le font avec le plus de discrétion possible, ne voulant pas avouer au monde entier que 4 ans à peine après la prise du pouvoir, ils changeaient complètement leur fusil d'épaule. Donc, c'est par une simple loi fiscale qui est publiée le 21 mars 1921 que commence la nouvelle politique économique. Mais cette loi va marquer un tournant radical. En effet, les paysans, jusque-là, étaient soumis, depuis la Révolution, à des prélèvements totalement arbitraires et sans limite. Quand le gouvernement, l'État avait besoin comment dirais-je, des récoltes, avait besoin
des animaux, etc., eh bien, on prélevait directement dans les fermes et les kolkhozes ce dont on avait besoin. Il n'y avait pas de règlement. Tandis que la loi de 1921, de mars 21, décide que les paysans paieront désormais un impôt qui sera certes toujours en nature, mais qui sera déterminé à l'avance. C'est-à-dire que l'État ne pourra pas, à sa guise, augmenter le montant de cet impôt. Et, chose importante, une fois que les paysans auront acquitté de cet impôt, ils pourront disposer du reste de leur production, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc cette loi du 21 mars 1921 fait entrer la Russie bolchevique dans une nouvelle ère, celle de la NEP, hein, même si le terme n'apparaîtra que quelques mois plus tard. Alors, voyons les causes. Bien, elles sont claires, car après 3 années avec, comme disait Lénine, un pied dans le socialisme, hein, il fallait d'opérer d'urgence une retraite stratégique. Le pays n'en pouvait plus. La production industrielle s'était effondrée de 200 000 tonnes d'acier en 1920, 200 000 tonnes d'acier, hein, alors qu'en 1913, avant la Révolution, 4 200 000. La monnaie était, disons, sans valeur, elle n'existait pratiquement plus. La Banque nationale avait été fermée en 1920. Donc on survivait. On survivait dans le cadre d'une sorte d'économie naturelle où les salaires en nature se mêlaient aux réquisitions en tout genre, avec évidemment pour première victime les paysans. Des paysans écœurés par les véritables razzias dans les campagnes pour approvisionner les villes affamées, et qui, du coup, ces paysans n'avaient plus aucun intérêt à produire. Bref, c'était le chaos. En 1920, des centaines de grèves avaient éclaté dans les usines, et donc la situation, je le répète, était catastrophique. Alors, quelles furent les mesures prises? Bien, d'abord, il y a donc cette loi que j'ai rappelée tout à l'heure, de mars 21, c'est-à-dire que désormais les paysans sont autorisés à disposer de leur production et ils sont très tôt prévenus du montant précis de l'impôt qu'ils vont devoir payer. Une réforme monétaire est lancée. Les petites entreprises, c'est-à-dire moins de 21 employés, sont dénationalisées. Et le droit de propriété, le droit d'héritage sont à nouveau reconnus. Bref, c'est tout le contraire du socialisme pur et dur, même si les objectifs fondamentaux n'ont pas changé, même si le régime affirme à tout vent qu'il souhaite que tout soit mis en commun, etc. Mais on fait exactement le contraire. Alors, quels sont les résultats? Bien, les résultats économiques ne sont pas immédiats. Loin de là, il y a une sécheresse qui s'ajoute aux ravages légués par le communisme de guerre et qui provoque, notamment dans la région de la Volga, une terrible famine, 20-21. Pour l'ensemble du pays, la récolte de 21 n'atteint que 40% de celle de 1913. Et cette famine serait encore plus atroce, elle l'est, si, pardonnez-moi, si quelques pays étrangers, notamment les États-Unis, sous l'impulsion du président Hubert Hoover, qui est, enfin, du président, non, il est secrétaire au commerce, qui organise une aide massive. Donc, dans l'immédiat,
les résultats ne sont pas spectaculaires. Mais les années suivantes, on perçoit une nette progression des récoltes, de telle sorte que vers 1925, elles dépassent légèrement leur niveau d'avant-guerre. À certains égards, même les effets de la NEP à moyen terme vont se montrer spectaculaires. Dès 1924, on constate que 65% du revenu national proviennent du secteur privé, c'est-à-dire du secteur qui a été reprivatisé. Par exemple, pour le secteur agricole, c'est particulièrement net. La proportion atteint 98,5%. Donc, l'agriculture, dès 1924 en Union soviétique, est une agriculture qui fonctionne de manière privée, celle qui fonctionne. Et ce qui va évidemment apporter un coup mortel au secteur collectivisé qui va être totalement négligé. Alors on va assister très vite à un enrichissement très relatif, mais enfin un enrichissement quand même de certains paysans qu'on va appeler les koulaks, ce qui va provoquer des tensions sociales assez vives dans les campagnes. Il y aura aussi l'enrichissement des NEP-men, de ceux qui vont profiter de la NEP dans les villes, ces nouveaux riches qui vont faire fortune et susciter l'envie et la haine, bien sûr. Alors, il y a toujours une pression forte exercée par le parti, par les organes de sécurité, mais cette pression est volontairement moins forte. Les gens soufflent un peu. Cela dit, vous voyez, il faut faire un tableau très nuancé. Il ne faut pas imaginer que la NEP a fait en sorte que le pays soit redevenu à peu près normal, comme avant la Révolution. Non. Le pays, durant ces années 24, 25, 26, reste plongé dans une immense pagaille. Il y a des bandes armées qui sévissent dans les campagnes. Le chômage, les salaires non payés entretiennent le mécontentement. Alors la population résiste souvent vigoureusement aux mesures qui sont édictées par le gouvernement. La population comprend bien qu'il y a une volte-face de la part du gouvernement qui indique son impuissance. Et donc, la population a tendance à en profiter. Par exemple, le chef de la police note en octobre 1925 une formidable augmentation de la criminalité et du banditisme. Et ce n'est pas un hasard si le premier ensemble de camps, qui va devenir le goulag, ce premier ensemble est créé à cette époque, à l'époque de la NEP. Alors, comment va se terminer l'expérience ? Les dirigeants ne la considéraient que comme une expérience provisoire et dès 1926, le vent commence à tourner, l'État réduit fortement les prix de ses achats aux paysans qui à nouveau vont être dissuadés de produire pour vendre. La récolte de 1927 étant mauvaise, on reprend l'habitude, la politique des réquisitions. Bref, dès 1926, la spirale infernale est à nouveau enclenchée. En 27-28, la situation est confuse. Staline se défend, bon, Lénine est mort, Staline se défend de toute idée d'abandonner la NEP, mais en réalité, on amorce l'abandon très nettement. Par exemple, le plénum d'octobre 1928 entérine le premier plan quinquennal qui donne une large place à la reprise de la collectivisation dans l'agriculture.
Et dès le printemps 1929, ont lieu les premiers procès, les premières exécutions des koulaks, de tous ces gens que l'on accuse désormais de sabotage économique. Donc, dès 28-29, la grande machine à produire de l'acier, et à tuer des hommes se met en marche, et elle va tourner à plein régime pendant toute la décennie 1930. Cela dit, la NEP, ce n'est pas une simple parenthèse. Pour la première fois, un régime d'idéologie socialiste révolutionnaire, menacé de faillite certes, lance une bouée de secours. Et on peut dire que la NEP est le prototype de ce que seront les prochaines tentatives libérales, que ce soit par les causes, je répète, la NEP a été créée parce que le pays était dans une situation catastrophique, par les mesures qui sont prises, elles vont être du même type par la suite, et aussi par son échec, parce que le régime communiste ne voudra jamais aller, évidemment, jusqu'au bout du libéralisme. Alors, pardonnez-moi par cette sonnerie intempestive que je n'ai pas su maîtriser à temps. Donc, après donc, ce prototype d'une séquence libérale, la NEP, je passe à une seconde expérience tout à fait intéressante. C'est peut-être la plus neuve, c'est peut-être la plus longue. C'est l'expérience de Tito en Yougoslavie en 1900, donc à partir de 1950. Alors, puisque j'envisage les causes de cette parenthèse libérale, ça a été plus qu'une parenthèse, je reviens, non, ça a été une vraie et longue expérience, avec des à-coups, des hauts et des bas, mais une expérience continue. Donc, ce n'est pas une parenthèse. Donc, ce que je voudrais dire surtout en parlant des causes, c'est qu'il ne faudrait pas se méprendre. Tito ne va pas se lancer dans une très vaste réforme du régime parce que le régime qu'il a mis en place après la guerre ne fonctionne pas ou fonctionne très mal. C'est vrai. C'est vrai que Tito, en mettant en place le nouveau régime communiste en Yougoslavie, en novembre 1945, met en place les structures, les méthodes staliniennes qui régnaient donc sur tous les pays communistes. Et immédiatement, toutes les perversions du système stalinien sont visibles en Yougoslavie durant ces années 45-48. Ça veut dire la domination d'une bureaucratie de privilégiés. Ça veut dire que pour imposer la collectivisation, il faut prendre des mesures de force, de terreur, qu'il y a un véritable abus du pouvoir administratif dans l'économie, que cette économie, comme en Russie, est orientée exclusivement vers l'industrie lourde, qu'on assiste dans ce pays pourtant divisé à une hyper-centralisation qui respecte très mal les différentes composantes nationales, puisque le pays est composé de Serbes, de Slovènes, de Croates, de Monténégrins, etc. Donc,
c'est sûr que le pays démarre mal. Mais, je répète, ce n'est pas pour cela que Tito, à partir de 48-49, va chercher un autre communisme, va essayer de réformer totalement son régime. Alors pourquoi? Bien parce qu'en 1948 va se produire quelque chose de totalement inattendu. Tito, qui était pourtant en admiration totale pour Staline, eh bien, Staline, jaloux, pense-t-on, craignant le pouvoir de Tito dans les Balkans, où il voulait régner en maître, je parle de Staline, eh bien, Tito est brusquement accusé au printemps 1948 par Staline de déviationnisme idéologique, de nationalisme, et il est carrément rejeté au mois de juin 1948 du camp communiste. Donc, on ne donne pas cher de la peau de Tito, on pense que des staliniens vont le remplacer et que Tito sera totalement marginalisé, peut-être exécuté. Car le pays est tellement arrimé depuis 1945, économiquement, politiquement, militairement, à la Russie, qu'on pense qu'il ne peut pas survivre si la Russie coupe les ponts. Bien, on a tort. On a tort. Tito est dans le plus grand désarroi avec son équipe, mais il va avoir la chance de pouvoir compter sur des comment dirais-je, des compagnons, de talent, et parmi eux, un inspirateur assez génial, Milovan Djilas. Djilas, en effet, va oser d'abord une critique très vive du communisme à la soviétique. Il publiera un peu plus tard un livre qui fera bien sûr scandale dans le monde communiste classique, La nouvelle classe dirigeante, en disant la bourgeoisie a été remplacée dans les pays communistes par les apparatchiks. Mais l'oppression du peuple est du même type. Donc, une analyse très, très vive du stalinisme et des idées nouvelles pour créer un socialisme, comme on dira plus tard en Hongrie, à visage humain, un socialisme très différent. À la fois sur le plan économique, mais puisqu'il va participer à l'invention de l'autogestion, mais aussi sur le plan diplomatique, en politique extérieure, il va prôner, avec Tito bien sûr, une politique d'équilibre entre les pays capitalistes et les pays staliniens. Et Tito va créer cette théorie du tiers-monde, c'est-à-dire d'une possibilité pour des pays comme la Yougoslavie d'être donc de ne pas choisir véritablement le camp capitaliste ou le camp communiste classique et d'inspirer donc une autre politique, notamment par rapport aux pays du tiers-monde. Donc, c'est quand même un grand moment et Milovan Djilas, même s'il va être ensuite en disgrâce en Yougoslavie, eh bien, aura joué un rôle extrêmement important. Alors, 4 grandes séries de réformes vont être prises, mais auparavant, je voudrais vous lire un extrait d'un ouvrage de Vladimir Dedijer, un proche de Tito, qui
montre bien dans quel désarroi se trouvait l'équipe de Tito lorsque, brusquement, en juin 1948, cette équipe a appris qu'elle était rejetée totalement par le grand pape du communisme qu'était Staline. Voici ce qu'écrit donc ce proche de Tito, Vladimir Dedijer. À cette époque, nous avions uniquement l'exemple soviétique. Et pour édifier rapidement un système socialiste, nous n'avions pas d'autre recours que d'emprunter les modèles russes. Mais quand nous fûmes au pied du mur, force nous fut de constater que pour sortir notre économie du chaos, il fallait accorder aux producteurs des droits plus étendus. C'est ainsi que le système de l'autogestion naquit de la nécessité. Et plus loin dans son ouvrage, Dedijer revient sur les circonstances de la réforme. Il écrit « Ce fut cette nécessité économique, ce malheur, qui engendra le système de l'autogestion. Ce processus se développa parallèlement avec notre connaissance croissante du système social de l'Union soviétique. En critiquant ce système, nous critiquions en fait celui qui nous régissait jusqu'alors. Tito, Kidrick, Kardec, Gilas et Tempo en discutèrent des nuits entières. Entre 1949 et 1953, ils en vinrent à conclure qu'en URSS, la société n'était socialiste que dans la forme, alors qu'en substance, c'était un capitalisme d'État. Ainsi, le traumatisme de la rupture avait finalement abouti à une lente mais décisive remise en cause du modèle socio-économique de base. Alors, voici les principales réformes prises dans la Yougoslavie libérale réformatrice de Tito. D'abord, il y a cette loi du 27 juin 1950 sur la gestion des entreprises. Cette loi va substituer la propriété sociale, il faut mettre cela entre guillemets, à la propriété nationale, entre guillemets. Ça veut dire que ce n'est plus l'État qui va gérer les entreprises, mais les travailleurs eux-mêmes. Ils vont pouvoir gérer les moyens de production en créant ce qu'on va appeler les conseils ouvriers. Donc, à la tête de chaque entreprise, il y aura des conseils élus qui seront chargés de gérer les entreprises. Et ces conseils ouvriers pourront disposer du produit donc, de leur travail, du produit des entreprises, soit pour investir, soit pour recruter de nouveaux employés, soit pour distribuer des primes aux employés. Donc, c'est la base de l'autogestion. Deuxième mesure importante, en mars 1953, une ordonnance met un terme en Yougoslavie à la collectivisation forcée. C'est une révolution extraordinaire. Donc, tous ceux qui veulent se retirer des kolkhozes ou des sovkhozes, des fermes d'État, le peuvent. Et dès la fin de 1953, les 4/5 des coopératives sont dissoutes. Alors, cette politique économique est très novatrice et dans un premier temps, elle va être très bénéfique au pays. Elle va contribuer à tirer la Yougoslavie du sous-développement. Tous les secteurs de l'économie vont connaître à cette époque, 53, 54, 55, une croissance très élevée. Mais après cette embellie, le système va se gripper parce que le Parti communiste yougoslave va jamais se résoudre à abandonner totalement son dirigisme. Et
si vous voulez, au moins jusqu'en 1964, l'autogestion va être freinée par la politique de planification. En 1965, une réforme va être tentée pour développer plus rationnellement les forces productives et surtout pour donner plus de place à l'autogestion en essayant de soumettre l'économie, les entreprises, aux lois du marché. Donc, si l'entreprise vend des produits de bonne qualité qui sont demandés par la population, eh bien, ces entreprises vont croître, développer leurs profits. Sinon, elles vont stagner. C'est ce qu'on appelle en pays capitaliste les lois du marché. Mais ces mesures sont... enfin, il ne faut pas être naïf. Si vous voulez, au départ, dans leurs principes, ces mesures, évidemment, sont bonnes, mais elles vont entraîner assez vite des effets négatifs du genre, je donne quelques exemples. Bon, les entreprises qui ne seront pas performantes, puisque désormais, c'est la loi du marché qui compte, eh bien, elles vont donc, je le disais à un instant, stagner, être obligées de licencier et il y aura du chômage. Or, à l'époque où l'économie était de type soviétique, il n'y avait pas de chômage. On emploie tout le monde. Bon. Cette loi du marché va accentuer des écarts de développement entre les régions. Par exemple, entre la Slovénie, région qui va très vite profiter de ces nouvelles mesures économiques, et au sud, le Monténégro, qui ne saura pas en profiter. Les prix vont augmenter. Il y aura une montée des nationalismes, alors que la grande politique de Tito, vous le savez, c'était d'établir une égalité entre les différentes nationalités composant la Yougoslavie. Là, ces écarts économiques vont accroître les écarts entre les différentes ethnies. Quatrième série de mesures, cette fois-ci, nous sommes en 1972, à la veille d'une crise mondiale qui va avoir des retentissements assez négatifs dans beaucoup de pays, notamment en Yougoslavie. Et une dernière fois, Tito va tenter de concilier l'inconciliable, cette trilogie qu'on peut qualifier d'infernale, c'est-à-dire le plan planifié pour le gouvernement, le marché et l'autogestion. Et c'est une trilogie très difficile à concilier, et même impossible. Et quand on le fait d'ailleurs, c'est au préjudice très souvent de l'équilibre entre les républiques. Et cette nouvelle expérience de 1972, qui s'amorce dans un contexte de crise mondiale, n'a pas plus de succès que la précédente. Les taux de croissance ralentissent, la Yougoslavie s'endette de plus en plus, ce qui entraîne une inflation galopante qui vont exacerber les rivalités interethniques et qui vont favoriser les graves crises qui éclatent donc à partir des années 90 et qui aboutissent aux guerres civiles de Yougoslavie. Néanmoins, cette expérience yougoslave va quand même marquer beaucoup les esprits. D'abord, il y aura une nette amélioration quand même du niveau de vie en Yougoslavie, d'autres par rapport notamment aux pays voisins comme l'Albanie ou
ou la Roumanie, donc ce n'est pas comparable. Là, Tito va acquérir un prestige international. Désormais, quand on parle des grands du communisme, on parle bien sûr de Mao, on parle de Khrouchtchev ou de Brejnev, mais on va parler également de Tito, qui apparaît comme un grand leader. Et cette tentative de réformer le communisme va quand même être pendant longtemps un, comment dirais-je, un sujet d'admiration pour beaucoup d'Occidentaux. Beaucoup de communistes dans les pays occidentaux, d'Italie, de France, qui commencent à se détacher du stalinisme, pensent que la solution, c'est de créer un communisme à la Yougoslave. Et dans ces années 70-80, la Yougoslavie, où il est très facile pour les étrangers de circuler, va devenir un des grands pays fréquentés pendant les vacances par les Italiens, les Français, notamment les gens de gauche qui vont voir de près l'expérience yougoslave. Donc c'est une expérience tout à fait intéressante. De la Yougoslavie, je voudrais vous entraîner à la Hongrie. Et là aussi, je vais revenir en arrière, puisque nous avons parlé de la révolution hongroise de 1956, mais je voudrais creuser davantage ces notions de réforme, notamment de réforme économique. Donc, ce qu'on a pu appeler le NME, le nouveau mécanisme économique, qui va être net en Hongrie à partir de 1968, mais la réforme commence dès les années 1953 avec un homme dont j'ai déjà pas mal parlé dans d'autres cours, Imre Nagy. Nagy se prononce en hongrois à peu près Nagy. Vous savez que le hongrois est une langue très difficile pour nous. Donc, je vais commencer par parler de ces réformes de la période Imre Nagy. Pardonnez pour ces appels intempestifs que je ne sais pas maîtriser. Si, ça y est, j'ai compris. Bien. Donc, voilà l'homme, celui qui a eu cette formule, un communisme qui n'oublie pas l'homme. Voilà ce que Nagy, Imre Nagy, va vouloir mettre en place en Hongrie. Alors, Imre Nagy faisait partie du Parti communiste, faisait partie même de l'élite communiste. Il sera ministre de l'Agriculture pendant la période stalinienne, mais il va arriver au premier plan par la volonté de Malenkov et de Khrouchtchev après la mort de Staline. Dès la mort de Staline, donc en mars 1953, les futurs successeurs qui sont en train, vous le savez, de se quereller, de se chercher, de savoir comment l'un va éliminer l'autre. Donc à l'époque, il y a surtout Malenkov et Khrouchtchev, Beria ayant été éliminé assez vite au mois de juin. Et Malenkov et Khrouchtchev sont d'accord pour qu'en Hongrie, il y ait une certaine mise à l'écart du dirigeant qui s'appelait Rákosi, qui est sur la photo que je vous montre. Debout, c'est Nagy qui lit un discours, et assis, faisant une triste mine, avec raison d'ailleurs, c'est Rákosi. Rákosi, on le résume en disant, c'est le Staline hongrois. Il était en effet à la fois président de la République, Premier ministre, et les nouveaux dirigeants de l'URSS, à la mort de Staline, comme ils ont souhaité
mettre fin à l'ère stalinienne en Russie, veulent également, dans les pays satellites, faire la même chose. Et l'idée est donc d'imposer à Rákosi un homme qui est un vrai réformateur, pense-t-il, Imre Nagy. Et le 14 juin 1953, Nagy est imposé à Rákosi, qui reste secrétaire général du Parti communiste hongrois, comme Premier ministre. Et aussitôt, d'ailleurs, Imre Nagy prépare un discours qui restera secret, qui ne sera dévoilé qu'en 1985. Ce discours, prononcé le 27 juin 1953 devant le comité central du parti, c'est de la dynamite. Là, dans ce rapport, il procède à un réquisitoire implacable contre la gestion, les pratiques du premier secrétaire du parti, donc le stalinien Rákosi, et il dénonce tous les vices du système en vigueur. Il déclare par exemple que l'appareil du parti est devenu une clique de quelques individus qui se partagent le pouvoir, comme on se partage un héritage, les uns s'occupant de la politique générale, les autres de l'économie, un troisième groupe de la défense nationale et un quatrième des questions idéologiques. Il déclare qu'on assiste en Hongrie à un véritable culte de la personnalité, avec le slogan « Rákosi, c'est le parti, Rákosi, c'est le communisme », et que cette clique autour de Rákosi confisque le pouvoir et que désormais, le parti s'est totalement substitué à l'État, alors que le parti devrait être l'inspirateur de l'État, mais que l'État devrait avoir son autonomie. D'autre part, toujours dans ce discours secret au comité central du 27 juin 1953, hongrois donc, Nagy déclare aussi que l'État communiste hongrois est dans l'illégalité, l'arbitraire, que les arrestations et les condamnations sont nombreuses, abusives. Ce n'est pas un État de droit. Il déclare « Des centaines et des centaines de milliers de personnes ont été soumises à des procédures des tribunaux où ont subi des infractions de simple police et des condamnations plus ou moins graves. » Mais dans ce discours, la critique la plus argumentée, il l'a fait en matière de politique économique. Il dit que cette politique économique devrait avoir un seul objectif, l'augmentation incessante du niveau de vie de la population, alors qu'au contraire, à cause de la folie des grandeurs des dirigeants, eh bien, on réalise ou on s'attaque à des plans irréalistes, surgonflés, à des programmes qui sont lancés uniquement pour développer l'industrie lourde au détriment des autres secteurs industriels, surtout de l'agriculture, qui sont totalement sacrifiés. Alors, inutile de vous dire que ce discours, l'un des plus beaux discours réformistes d'un communiste, eh bien, il a eu un écho très fort à l'intérieur du parti. Je vous donne à ce sujet le témoignage de Sándor Kopácsi. Sándor Kopácsi deviendra préfet de police de Budapest. À l'époque, il était membre du parti et il raconte dans ses mémoires la stupéfaction des députés lorsque Imre Nagy s'est levé et s'est mis à discourir sur les points dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans l'hémicycle décoré de tableaux illustrant notre passé national, écrit donc Kopácsi, je vis se lever ce Hongrois de belle corpulence, ses moustaches tombantes taillées à la manière de nos ancêtres.
J'entendis son parler savoureux aux accents du terroir et un discours qui ne ressemblait à aucun autre. Il avait répété sans doute les points d'un programme convenu à Moscou. La fin des actions illégales de la part de la sécurité, la meilleure répartition à donner aux investissements, la faculté pour les cultivateurs de choisir entre le kolkhoz et la culture individuelle. Dans l'Assemblée, cette corporation morte, les députés, simples machines à voter comme moi, relevèrent la tête. Fascinés, nous écoutions ce ton nouveau. Nous scrutions le visage ouvert de l'orateur et près de lui, on le voit sur la photo, la face impassible de Rákosi. Un miracle était en train de se produire. Au lieu de répéter les strophes connues par cœur de la liturgie marxiste, un homme d'État communiste nous traitait comme un être pensant doit traiter ses semblables. Je poussais du coude F, célèbre ouvrier modèle dans le bâtiment, nouveau député comme moi. Est-ce que je rêve? Je ne pense pas. Ou alors tous les deux ont fait le même rêve. Après ce discours, bon, Rákosi reste tout de même secrétaire du parti, mais Nagy est donc Premier ministre. Et aussitôt, Nagy prend des mesures d'application de son programme, notamment en matière d'économie. Comme Malenkov en URSS, il révise le plan quinquennal qui a été lancé en 1950 en y augmentant la part des biens de consommation et de l'agriculture. Il donne un coup d'arrêt à la collectivisation forcée en permettant la dissolution des kolkhozes si la majorité des membres le désirent. Et il offre de nouvelles garanties aux exploitations agricoles. Considérable aussi, c'est le progrès des libertés fondamentales. Il fait la promesse de respecter les droits de chaque citoyen. Il accorde une très large amnistie aux prisonniers politiques. Il y a, dès qu'il arrive comme Premier ministre, 150 000 prisonniers politiques qui sont libérés. Et enfin, il dissout un certain nombre de camps d'internement. Alors bien sûr, ce réformisme, qui pourtant ne touche en rien au dogme, au système politique, suscite l'hostilité immédiate des Rákosistes, des partisans de Rákosi. Et Nagy va être attaqué sans arrêt. Chacune de ses actions, notamment sa politique agraire, est systématiquement dénigrée, freinée. Alors, durant ce harcèlement, Nagy peut d'abord compter sur l'appui du Kremlin, mais la chute de Malenkov lui est fatale. Et accusé de déviationnisme de droite par le comité central, le 18 avril 1955, il est exclu, il perd la direction du gouvernement, puis il est chassé du parti au mois de novembre 1955. Et ensuite, à la révolution de 1956, les révolutionnaires vont obliger les communistes à rappeler un moment Imre Nagy au pouvoir, mais quand les communistes interviennent, il va à nouveau être arrêté, condamné à mort et pendu en 1958. Alors Imre Nagy est considéré évidemment comme un héros national. Il y a, quand vous irez en Hongrie ou si vous y êtes allé, vous pourrez aller voir le mémorial Imre Nagy à Budapest. Et il y a au Square des Martyrs une statue fort sympathique d'Imre Nagy sur un pont où beaucoup de Hongrois et de touristes se font photographier. Mais la réforme économique n'est pas finie en Hongrie. Il se produit quelque chose de
de curieux, d'impensable au départ. En effet, quand, en 1956, Imre Nagy est éliminé, c'est-à-dire fait prisonnier, les Russes, les Soviétiques imposent avec leurs chars un nouveau secrétaire du Parti communiste hongrois, János Kádár. Kádár n'est pas un stalinien, mais c'est l'homme qui a été choisi par les Soviétiques pour, comme on dira en Tchécoslovaquie plus tard, normaliser la Hongrie révolutionnaire. Donc, quand János Kádár arrive, il est détesté. C'est l'homme qui est arrivé dans les fourgons soviétiques en 1956. C'est l'homme qui va emprisonner un certain nombre de révolutionnaires de 1956. Mais Kádár, avec empirisme, réalisme, patience, va peu à peu, non pas devenir populaire, il ne le sera jamais, mais va peu à peu montrer sa bonne volonté en orientant le pays vers un système assez différent finalement sur le plan économique du système soviétique. Il va le faire sans bruit, sans bruit. Et d'abord, il ne va pas essayer, si vous voulez, de s'imposer, d'être aimé. Il dira simplement, qui n'est pas contre nous est avec nous. Voilà, c'est tout ce qu'il demandait. Il ne demandait pas des déclarations. Donc, un homme habile, patient, pragmatiste, modéré. Alors, avec une certaine largeur d'esprit, et il va essayer de faire, disons, une brèche dans le mur d'hostilité qui l'entoure à partir de 1956. Il procédera 2 ans plus tard à des mesures d'amnistie qui vont être échelonnées. Il va réhabiliter des victimes, des purges rakosistes. Il va faire en sorte que la censure soit moins pesante. Il va faciliter les déplacements des jeunes à l'étranger. Bref, il va atténuer la discrimination à l'égard de l'ancienne bourgeoisie rurale ou urbaine. Et peu à peu, il va dessiner une espèce de compromis concrétisé par la participation d'une partie de l'élite non communiste à la gestion et à l'administration du pays. Et il va ainsi créer un climat de détente interne qui va lui permettre d'appliquer une nouvelle politique économique. Alors, avant, il va commencer par une phase préliminaire qui sera une relance de l'agriculture. Il va, par exemple, se refuser à rétablir les livraisons obligatoires. Il va amorcer une recollectivisation, mais sur de nouvelles bases. Par exemple, d'anciens propriétaires paysans, des koulaks, qui sont compétents, pourront être autorisés à participer à la vie des kolkhozes. On va accorder aux nouvelles coopératives une large autonomie de gestion. On va permettre l'élevage privé. On va favoriser les lopins individuels. Donc, on va desserrer énormément le carcan qui pèse sur les paysans. Et ces mesures des années 60 vont se traduire par des résultats importants. D'abord, dans les villes, la pénurie des produits alimentaires va prendre fin. L'agriculture hongroise va devenir
exportatrice en viande, en vin, fruits, légumes, et on va observer un net accroissement du revenu paysan. De sorte que, avec toujours autant de discrétion, János Kadar va pouvoir, en 1968, lancer, mettre en place ce qu'on va appeler le NME, c'est-à-dire le nouveau mécanisme économique. C'est un compromis entre économistes et gestionnaires. Certains, en effet, économistes hongrois étaient partisans d'un modèle décentralisé, autogestionnaire, du type yougoslave. D'autres voulaient un réajustement plus centralisé. Et le comité central, lorsqu'il va présenter le projet de NME en novembre 1965, va d'abord s'employer à en minimiser la portée en disant que ce n'est pas une révolution, il ne voulait surtout pas effrayer les gens, et les gens, ça veut dire la nouvelle direction soviétique. Donc, la réforme, le NME, s'oriente d'abord vers un déploiement plus harmonieux des responsabilités respectives de l'État et des entreprises. À l'État, par le biais des ministères spécialisés, finances, commerce extérieur, banque nationale, la tâche d'organiser, de réguler l'économie. Et aux entreprises, le soin d'élaborer leur plan particulier, de choisir leurs fournisseurs, leurs clients, de moduler les taux des salaires, le montant des primes en fonction du profit. Le profit étant considéré comme un stimulant majeur tant pour leur personnel que pour leur capacité de croissance. Et la pierre de touche de la réforme, c'est le système des prix qui est conçu pour refléter un compromis, à la fois la proportion des dépenses en travail et les coûts de production. Et comme on le fera en Chine à l'époque de Deng Xiaoping, on fixe plusieurs catégories de prix, des prix fixes, des prix libres, des prix fourchettes, c'est-à-dire qui évoluent entre un minimum et un maximum. Et puis, aspect tout à fait important du nouveau système économique, l'économie hongroise s'ouvre largement vers l'extérieur afin d'offrir au marché hongrois de nouveaux fournisseurs et de nouveaux clients. Alors, les résultats sont inégaux. Dans un premier temps, les résultats sont spectaculaires, notamment dans le domaine industriel. On va voir pour la première fois en pays socialiste le secteur des biens de consommation dépasser durablement celui des matières premières. Et je peux vous dire que j'ai visité la Hongrie en 1978. Je venais de visiter la Pologne. Et puis d'un coup d'avion, on se retrouve donc de Varsovie à Budapest. Et nous voilà, j'étais dans un groupe, dans les rues de Budapest. On avait l'impression tous que l'avion avait été détourné et que nous n'étions pas dans un pays communiste, mais qu'on était dans un pays capitaliste. Tellement les rues de la capitale étaient, et tellement il y avait de voitures, de circulation, donc notamment des voitures, tellement les magasins étaient bien achalandés, les gens habillés à l'occidental. Alors qu'en Pologne, à la même époque, nous avions eu des impressions totalement différentes. Donc, au départ, des résultats tout à fait encourageants. Mais assez vite, il y a eu, on peut dire, deux types de facteurs qui vont affaiblir et qui finalement vont torpiller le NME hongrois, des facteurs internes, parce qu'il y a des interventions du parti, de l'État, au détriment des entreprises.
beaucoup de communistes formés au stalinisme ne peuvent pas accepter que ce soit les entreprises qui aient autant d'autonomie. Donc, ils freinent. Et puis, il y a un facteur externe très important, c'est la crise mondiale à laquelle je faisais allusion déjà tout à l'heure, des années 73-74, qui a eu un retentissement tout particulier sur l'économie hongroise, qui avait fait un effort, je viens de le dire, pour s'ouvrir vers l'extérieur. Et l'endettement extérieur n'a cessé d'augmenter. Et pour faire face à l'impopularité, à l'élargissement des écarts de salaire, le pouvoir a dû revenir à des pratiques interventionnistes, de sorte que, malgré plusieurs réajustements, la situation économique n'a cessé de se dégrader, surtout à compter des années 80. Peut-être aurait-il fallu que Kada quitte plus tôt la direction du parti, car il y avait autour de lui des économistes très brillants qui auraient certainement pu éviter que cette réforme bien partie ne s'enlise. Un dernier point pour la Hongrie, c'est une anecdote. En 1976, je regarde, comme des millions de Français, en tout cas des centaines de milliers, l'émission Apostrophe avec Bernard Pivot. Et là, ce soir de 1976, je vois un jeune intellectuel, une trentaine d'années, brillant, Emmanuel Todd. Je connaissais son père, Olivier Todd, enfin je le connaissais puisque c'était un journaliste très réputé, notamment écrivant dans le Nouvel Observateur, mais je ne savais pas qu'il avait un fils. Alors ce jeune Emmanuel Todd vient chez Pivot pour présenter un livre, La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Et voilà ce jeune, on a presque envie de dire ce jeune blanc-bec, qui écrit et qui nous dit ce soir-là, eh bien, l'Union soviétique, c'est fini. Alors qu'on est au contraire. Le Carrère d'Ancos, tout le monde déclare que le communisme et le soviétisme est là pour 1000 ans. C'est fini. Je reviens d'un voyage, nous dit Emmanuel Todd, et de séjour dans l'Europe centrale, notamment en Hongrie, et je peux vous dire que la Hongrie n'est déjà presque plus communiste. En tout cas, c'est la baraque la plus gaie du camp socialiste. Les Hongrois font du commerce, les Hongrois connaissent très bien l'Occident, viennent, ont des échanges. Ce n'est plus du tout la mentalité d'un pays communiste. Et donc, c'est le signe de ce qui va se produire dans les autres pays. Voilà, je tenais à vous dire cela. Et le livre d'Emmanuel Todd, c'est le seul livre que j'ai lu. N'oubliez pas que le communisme sombrera officiellement en 1989, la chute du mur de Berlin, en 89, donc, et en Russie, donc, en 91. Par conséquent, écrire ce qu'Emmanuel Todd a écrit à cette époque est vraiment quelque chose d'admirable et que encore une fois, c'est le seul que j'ai lu, parce que quand Hélène Carrère-Dancos écrit et publie L'Empire éclaté, ça n'a pas du tout ce sens-là. Alors, quatrième et dernière partie de ce voyage dans l'archipel libéral du communisme, c'est en Tchécoslovaquie que je veux vous amener. La Tchécoslovaquie, donc, pour vous parler alors d'un phénomène plus connu, ce qu'on a appelé le printemps de Prague. Alors, dans la Tchécoslovaquie depuis 20 ans, depuis un peu plus de 20 ans même, puisque 22 ans, eh bien, la Tchécoslovaquie, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 1948, pourquoi je prends tous ces... Depuis 1948, depuis le
ce qu'on a appelé le coup de Prague, qu'il ne faut pas confondre avec le printemps de Prague, 20 ans de différence. Donc, depuis le coup de Prague de 1948, la Tchécoslovaquie est une république socialiste, communiste, avec à la tête, donc, assez vite, à partir en tout cas de 1951, comme premier secrétaire, un certain Antonin Novotny. Antonin Novotny, c'est lui aussi, on le présente comme Rákosi en Hongrie, comme le Staline de la Tchécoslovaquie. Il applique donc aveuglément le système stalinien. Et quand Staline meurt, il peut considérer cela comme une catastrophe et il adhère très peu au réformisme de Khrouchtchev. Il faudra que celui-ci insiste très lourdement pour que, à la fin de la période de Khrouchtchev, Novotny commence quelques réformes. Par exemple, ça ne va pas loin. En 61, il fait démolir le mausolée qui avait été construit sur le mont Žižkov, qui domine Prague, où reposait depuis sa mort la dépouille embaumée de Gottwald, qui avait été donc le fidèle disciple de Staline et qui en 1948 avait contribué à installer le communisme en Tchécoslovaquie. Bon, en 61, donc la population haïssait ce Gottwald, donc le mausolée est détruit. En 63, à la suite de nouvelles pressions de Khrouchtchev, à la suite aussi de l'aggravation des problèmes économiques, il procède, je parle toujours de Novotny, à quelques réhabilitations. Il élimine par exemple un certain nombre de dirigeants staliniens qui n'avaient pas fait, nous sommes en 63, et il accepte par exemple de mettre à la tête du Parti communiste slovaque un homme dont on n'a pas entendu parler jusqu'à présent, qui a la réputation de ne pas être un stalinien surtout, un certain Alexandre Dubček, qui devient donc en 63 premier secrétaire du Parti communiste slovaque. Donc, Novotny, tout se passe un peu comme s'il était devenu khrouchtchevien sur le tard, mais c'est bien tard. Et la situation économique est très mauvaise, et donc on peut dire que Novotny est détesté par les intellectuels et par la population. Des procès dans les années 50 ont lieu contre ce qu'on appelle les ennemis du peuple, c'est-à-dire les nationalistes slovaques, car c'est le grand problème de la Tchécoslovaquie de cette époque. Un des problèmes, c'est l'antagonisme entre les Slovaques et les Tchèques. Et puis, il y a également de l'antisémitisme, et Novotny, donc, se complaît presque dans ses procès et dans l'établissement d'une terreur digne de Staline. Alors, pour en venir au printemps de Prague, on peut considérer qu'à l'origine, il y a deux grands facteurs qui ont joué. Il y a eu d'abord la situation économique qui est déplorable. Je sais que vous avez l'impression que je répète toujours la même chose, mais les bolcheviks, dans tous les pays, ont totalement raté, mais raté totalement, l'économie, notamment l'agriculture. Donc, les biens de consommation, tout cela, c'est les pénuries constantes et c'est un mal général. Bon, en Tchécoslovaquie, le problème de la pénurie des biens de consommation s'est aggravé, comme partout, en raison des mesures de collectivisation qui fâchent les paysans, des produits alimentaires courants comme la viande, le beurre, les légumes, les fruits manquent dans tous les centres urbains, ce qui mécontente fort la population. Donc, mécontentement général de la population, insuffisance et retard de la déstalinisation. Je l'ai dit tout à l'heure, Novotny se borne dans les années 63-64 à prendre quelques mesures
hein, sous la pression de Moscou, mais rien de décisif. Donc, voici les principaux facteurs. Le printemps proprement dit va se dérouler en 3 temps bien distincts. D'abord, on peut parler de prémices. L'autre jour, j'évoquais avec un Tarbais, une Tarbaise exactement, qui a vécu en Tchécoslovaquie durant ces années, et elle me disait que on voyait très nettement, beaucoup plus que je ne l'imaginais après avoir lu des travaux sur cette période, qu'on voyait très bien que il y avait un bouillonnement, notamment dans les milieux intellectuels, dès les années 65, 66, 67. Autrement dit, le printemps de Prague, ce n'est pas un coup de tonnerre en 68 dans un ciel serein. Le ciel avait pas mal de nuages. Alors, au sein du parti, dans ses marges, il y avait des personnalités qui militaient en faveur de changements et de réformes. Donc, c'était des communistes, mais des communistes qui savaient ce qui se passait en Yougoslavie à l'époque, en Hongrie aussi, et qui souhaitaient donc non pas la fin du communisme, mais une réforme fondamentale du communisme. Parmi ces marginaux du parti, souvent des intellectuels, il y avait un juriste, Mlinar, qui publiera plus tard un ouvrage sur le printemps de Prague, Zdeněk Mlinar, qui donc était particulièrement influent dans le milieu des juristes. Il y avait Jiří Pelikan, un journaliste qui va devenir directeur de la télévision officielle, il n'y en avait qu'une bien sûr, à Prague durant ces années avant 68. Et Jiří Pelikan raconte d'ailleurs dans cet ouvrage comment, avec beaucoup de prudence au début et en mesurant les risques, il a, avec des amis, essayé un petit peu de libéraliser la télévision tchèque en organisant des débats sur des sujets, disons, sulfureux, économiques et même un peu politiques. Certes, il avait affaire à des remontées de bretelles par les officiels du parti, mais il est arrivé quand même à se maintenir. Au sein de la société civile, il y avait aussi des écrivains, des artistes, des journalistes, des universitaires, des scientifiques, qui se montraient également partisans de réformes. Par exemple, un écrivain qui deviendra très célèbre puisqu'il émigrera après 68 en France, Milan Kundera, un romancier, donc auteur de Risible Amour, de La Plaisanterie, des romans qui seront souvent portés à l'écran. Un dramaturge qui deviendra très célèbre pour sa participation au Printemps de Prague et qui ensuite deviendra président de la République de la Tchécoslovaquie indépendante, donc après 89, Václav Havel. Donc, au sein de cette société civile, on assiste à un vigoureux réveil des milieux intellectuels. Tous ces gens-là, avec bien sûr, ils risquent la prison, d'ailleurs Václav Havel ira souvent, donc avec une certaine discrétion, mais avec beaucoup de courage, réclament des réformes. Donc, c'est cette période-là, bien sûr, personne ne se doute que
il y aura un mouvement aussi fort que le printemps de 68. Mais après coup, on s'aperçoit que ce printemps est préparé. Alors, arrivons-en au second temps, à ce que j'appelle le jaillissement du printemps de Prague. L'essentiel, en effet, de la réforme va être accompli de janvier à avril 1968 par des communistes réformistes, car il s'agit toujours de communistes. Ceux-là même qui, avec plus ou moins de courage et de succès, étaient déjà à l'œuvre depuis 1965. Et parmi eux, il y a un homme politique, Alexandre Dubček, qui, depuis 1963, dirige le Parti communiste slovaque et très vite l'objet d'attaque de Novotny. Dubček est un homme d'appareil, est un marxiste-léniniste convaincu qui a vécu en Union soviétique dans sa jeunesse, mais qui veut, comme le voudra Gorbatchev plus tard, rénover le système communiste sans le briser. Voici ce que dit Mlynard. Le processus révolutionnaire amorcé en 1948 reste le même. Le Parti communiste doit décider d'aborder une nouvelle phase en passant de la dictature du prolétariat à un régime de droit. Voilà ce que demande et Dubček est d'accord. Alors, parmi les mesures de ce premier semestre 68, il y a l'élimination de Novotny. Novotny et tout son clan sont exclus du parti de manière légale. On l'oblige à donner sa démission comme chef du parti dès le 4 janvier 1968. Et il abandonne la présidence de la République en mars. Donc, Novotny est écarté dès les premiers mois de 68. Et c'est Alexandre Dubček et toute son équipe qui va le remplacer. Le texte essentiel de cette nouvelle équipe et qui définit le mieux l'esprit du printemps de Prague, c'est un texte intitulé Programme d'action du Parti communiste de Tchécoslovaquie qui sera adopté le 5 avril. Il prévoit, alors j'énumère un certain nombre de mesures, d'abord l'instauration d'un système fédéral en Tchécoslovaquie avec égalité de droits entre les nations tchèques et slovaques. La transformation des parlements en véritable assemblée législative, redonner au Parlement ses droits. Un partage très net du pouvoir entre l'État et le parti, comme le fera Gorbatchev beaucoup plus tard. L'État impulse, mais c'est le parti, non, le parti impulse, mais c'est l'État qui dirige. Un remaniement de la législation électorale qui va permettre, c'est une révolution, un choix réel entre plusieurs listes et plusieurs candidats, alors que jusqu'à présent, comme dans tous les pays communistes, il y a une seule liste avalisée par le Parti communiste. Non, désormais, il y aura plusieurs listes et plusieurs candidats. Sur le plan économique, est prévue une large autonomie aux entreprises. Et enfin, on décide de supprimer la censure. Toutefois, Dubček est un homme très prudent. D'autre part, je vais en reparler dans un instant, il subit des pressions terribles dans son propre parti, mais surtout sur le plan international, de la part des partis dits frères et bien sûr du Parti communiste de Moscou.
C'est pourquoi il maintient le rôle dirigeant du parti, ce qui est évidemment une entorse à cette libéralisation. Alors, ce programme va, voici Dubček, ce programme va subir des attaques très vives et aux deux extrémités de l'opinion. La frange conservatrice et pro-soviétique du parti va montrer une opposition déterminée, notamment au Kremlin, en dépit de la loyauté de Dubček, de son souci constant de ménager les susceptibilités soviétiques. Eh bien, au Kremlin, on juge très vite déstabilisateur et dangereux, c'est Brejnev, la libéralisation du système tchécoslovaque. Et à partir de mars, Dubček se trouve soumis à des pressions incessantes de la part des membres du pacte de Varsovie afin de freiner le processus réformateur. Honecker, le responsable du parti de l'Europe de l'Allemagne de l'Est, Kadar en Hongrie, Gierek en Pologne, Živkov en Bulgarie, même si ces derniers sont des réformateurs, interviennent parce qu'ils ont le sentiment que c'est le régime communiste qui est en cause, et donc leur régime propre. Donc, d'un côté, pression de la part des conservateurs qui veulent que Dubček fasse machine arrière, arrête les réformes. Et de l'autre côté, Dubček subit les pressions des intellectuels, des jeunes qui s'impatientent face aux lenteurs, aux tergiversations du pouvoir. Et Dubček est véritablement crucifié, sur sa droite comme sur sa gauche. Finalement, eh bien, ce sont les conservateurs qui vont l'emporter. Vous voyez les grèves, par exemple, pour faire pression essentiellement des jeunes, pour que Dubček aille plus vite et plus loin. Mais le printemps de Prague ne va pas dépasser l'été. Et le 21 août 1968, dans la nuit du 20 au 21 août, les forces du pacte de Varsovie pénètrent à Prague et mettent fin au printemps de Prague. Ces images ont fait le tour du monde, elles ont indigné. Des Tchèques entourent des chars à Prague. Je reviens en arrière un instant. Je vais rester sur cette image pour aborder la fin, la suite. D'abord l'intervention soviétique, les réactions populaires de stupeur, indignées, désespérées vont se prolonger pendant une semaine, mais elles ne prennent pas la forme d'une résistance organisée. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Dans une première étape, les dirigeants sont maintenus en place, mais ils doivent multiplier les contacts avec leurs homologues soviétiques, qui sont de plus en plus pressants. Dans une deuxième étape, Moscou oblige Dubček à épurer l'armée, l'administration, l'université, la culture, l'information et le parti. Il y a 460 000 personnes exclues du parti. C'est une migration, une émigration de beaucoup d'intellectuels vers l'Occident, notamment vers la France. Dubček ne tarde pas à avoir une position intenable, attaquée à la fois par les conservateurs et les progressistes. Et il y a des manifestations anti-soviétiques, notamment le 28 octobre, c'est normalement le 50e anniversaire de l'indépendance. Donc Dubček
est remplacé le 17 avril par Ouchak. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle la normalisation prend un rythme rapide. Les organes de presse sont supprimés, les plus libéraux. L'Union des étudiants est dissoute. Les militants en vue sont exclus. Les contacts avec l'Occident sont raréfiés. Le parti donc continue à être épuré. Dubček est exclu du présidium, du Parlement. Il est d'abord nommé ambassadeur à Ankara, puis rappelé, exclu du parti et envoyé comme garde forestier dans les forêts de Bohême ou de Slovaquie. Donc, désormais, la Tchécoslovaquie va être maintenue dans un espèce de corset surveillé par les soviétiques, et c'est vraiment un temps très, très dur pour les Tchécoslovaques, mais peu, à partir surtout de 1977, des intellectuels comme Havel vont clandestinement reprendre la résistance, et on arrivera ainsi, mais 20 ans plus tard, à un autre printemps qui, lui, sera définitif. Je vous remercie. Donc, j'ai terminé ce cycle pour cette année. L'année prochaine, donc, je consacrerai mon cours à Gorbatchev. Nous verrons d'ailleurs que Gorbatchev a beaucoup emprunté, sans jamais le dire, à ses expériences réformistes, que ce soit la NEP, que ce soit l'expérience yougoslave, l'expérience hongroise et même certains éléments du printemps de Prague. Donc il y a une continuité incontestable entre le réformiste Gorbatchev et puis les réformes dont je viens de parler aujourd'hui. N'oubliez pas que l'UTL ne ferme pas. Pendant les vacances, j'espère que les randonnées continueront, la radio continuera aussi, et que nous pourrons nous retrouver en présentiel tout en maintenant certains cours en audiovisuel à la rentrée prochaine. Je vous remercie de votre fidélité, de votre patience, et à bientôt.